ces problèmes macroscopiques. Donc je vais reprendre le modèle de base qu'on peut écrire très simplement en essayant simplement d'appliquer au niveau macroscopique les principes qu'on avait écrits au niveau micro. Et comme je l'avais dit, il y a un certain nombre de difficultés qui vont apparaître, mais assez bizarrement, il y en a d'autres qui vont disparaître complètement. Et le modèle, on va voir, on verra ça demain, d'une certaine manière, il a perdu en richesse, en finesse. Il y a une partie de la richesse du modèle qui a été perdue, mais évidemment, il y aura d'autres difficultés liées au fait qu'on est maintenant en dimension infinie. Donc je vais me placer dans une pièce, un domaine oméga. Donc je rappelle un peu la motivation de ces travaux, et puis ensuite, dans une dizaine de minutes, je commencerai à vous parler de façon générale de transport optimal. Donc on a toujours comme ingrédient ce champ de vitesse souhaité. Alors que je représente maintenant par U, qui dépend de X, c'était le U0 de tout à l'heure, simplement un champ qui est donné, qui est typiquement le champ associé au géodésique de la fonction distance à l'apport. Donc par exemple, si je prends la fonction distance à la porte, le champ typique qu'on considérera, c'est juste U de X qui est égal à moins le gradient de D. Donc c'est un champ de module 1, on pourrait multiplier par une constante si on veut des gens qui aillent un peu plus vite, mais il se trouve que 1 mètre par seconde, c'est en fait une vitesse assez réaliste pour ce qui est de la vitesse d'un piéton. Donc ça, c'est le champ de vitesse souhaité, le champ que les gens souhaiteraient avoir. Et si je regarde l'équation de transport, donc je vais représenter les gens par une densité, ρ de X et de T, qui vit à l'intérieur de la pièce. On ne va pas se préoccuper des difficultés liées à la porte pour l'instant. On peut imaginer que la porte est fermée, comme dans l'exemple un peu absurde de tout à l'heure. Donc on présente les gens par une densité, le nombre de personnes au voisinage du point X à l'instant T. Et cette densité va être transportée. Alors on souhaiterait qu'elle soit dans... Je peux écrire l'équation d'abord avec le champ de vitesse souhaité. Si je regarde là, j'ai une simple équation de transport par le champ de vitesse souhaité. C'est le modèle sans congestion. Mais dans les cas intéressants, comme je vous le disais, ce champ-là, il est typiquement à divergence strictement négative. Et si je fais les choses formellement, je vais avoir un dθ plus U scalaire gradient ρ est égal à moins ρ divergence U, si tout est régulier. Donc si divergence U est strictement négative, ici je vais avoir quelque chose de strictement positif. Si ici j'avais 0, j'aurais un transport qui préserve les valeurs de la densité le long des caractéristiques. Et ici je vais avoir quelque chose qui augmente la densité le long des caractéristiques, donc qui concentre les gens et qui va être de nature à violer évidemment la contrainte. Alors cette contrainte, c'est quoi? C'est assez naturellement, je vais garder la même notation K, c'est l'ensemble des mesures. Alors je ferai souvent disons un abus de langage en mélangeant à la fois les mesures et les densités de ces mesures vis-à-vis de la mesure de Lebesgue. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a une ambiguïté là-dessus. De façon générale, de toute façon, nous on va travailler avec des densités qui sont inférieures à 1, donc qui sont de fait dans l'infini, qui admettent une densité, qui sont absolument continues, donc il n'y aura pas, en général, pas d'ambiguïté. Donc c'est l'ensemble des ρ qu'on peut voir donc, comme des fonctions simplement positives de masse 1, c'est des densités de probabilité, si on prend une masse égale à 1, une masse totale égale à 1, et qui sont telles que x inférieur ou égal à 1 presque partout. Donc c'est l'ensemble des mesures admissibles. Et donc pour être sûr que ρ reste dans cet ensemble-là, une manière naturelle de l'écrire, c'est dire simplement que ρ est transporté non pas par la vitesse souhaitée, mais par la vitesse effective petit u. Cette vitesse petit u, c'est exactement comme tout à l'heure, on applique les mêmes principes sans trop réfléchir. Il ne s'agit absolument pas d'une homogénéisation. On n'a pas fait un travail sérieux de passage du modèle micro au modèle macro, et de fait ce travail est essentiellement à l'heure actuelle impossible. Et on verra d'ailleurs que le modèle macroscopique qu'on écrit n'est pas une homogénéisation du modèle microscopique, puisqu'il en perd un certain nombre de propriétés. Donc c'est juste une écriture formelle des mêmes principes. Donc on dit que c'est la projection sur ces ρ. Alors là, il n'y a pas d'ambiguïté, pour l'instant, il n'y a pas trop de mystère, c'est une projection tout à fait standard. Ces ρ, on va être dans L2 de SAS oméga, on va prendre des champs qui sont L2, je vais projeter ce champ-là dans un sens L2, je vais l'écrire ici, je l'enlèverai ensuite. Donc c'est la trace de la projection qui était de nature euclidienne tout à l'heure. Ici, assez naturellement, on a une projection qui se fait dans un sens grand L2. Et ce cône de vitesse admissible, c'est quoi? Alors ça peut s'écrire, disons, entre guillemets,
c'est ce que je vous avais dit hier, c'est l'ensemble des vitesses de L2 à divergence positive là où ρ est égal à 1. Donc ça, c'est pas très sérieux, mais ça dit essentiellement ce que c'est. C'est-à-dire sur les zones saturées, on ne veut pas avoir une divergence strictement négative qui augmenterait encore la densité. Mais ça peut s'écrire de façon duale. Vous voyez, si j'ai divergence U supérieure, mettons un champ générique V, divergence V, supérieure ou égale à 0, écrit formellement, ça veut dire que je vais avoir Q divergence V qui est égal donc à moins Q. Si je prends des fonctions de test qui vont être à support compact, qui va être moins V divergence Q, je fais les choses formellement, j'essaie juste d'avoir une formulation naturelle et précise de mon espace contraint. Donc dire que la divergence est positive, ça veut dire, alors ça a bien un sens si on prend Q qui a la bonne régularité, H1, là j'ai un produit scalaire qui est bien défini, V est dans L2, gradient Q va être dans L2, et je vais demander que cette quantité soit positive pour tout champ Q, positive là où la contrainte est positive, et éventuellement strictement positive là où la contrainte est saturée. Donc ça conduit à la définition suivante, c'est que CQ, ça va être l'ensemble des vitesses telles que intégrale de V scalaire gradient Q. Alors au lieu de dire que ça c'est positif, je vais dire que l'opposé est négatif. On écrit souvent des contraintes d'inégalité comme ça. Alors quel que soit Q est élément d'un espace dont je voulais une régularité H1 et je veux que ce soit positif. Alors je vais écrire avec un plus ici pour ne pas oublier, je vais écrire la définition précise, que je veux des fonctions qui sont supérieures ou égales à 0, et je vais écrire ici un ρ pour dire que cet espace dépend de ρ. Je veux que la pression ne soit active, je veux que la contrainte ne soit active, c'est-à-dire que les fonctions test puissent être non nulles uniquement aux endroits où la contrainte est saturée. Ça s'écrit très simplement de la façon suivante. H1 plus ρ, c'est l'ensemble des fonctions de H1 de oméga, telles que les fonctions Q sont supérieures ou égales à 0, presque partout, et puis simplement j'ai Q fois 1 moins ρ est égal à 0. Ça signifie que quand ρ est strictement inférieur à 1, quand la contrainte n'est pas saturée, j'ai forcément Q qui est égal à 0. Ça veut dire que je n'ai pas de fonction test. Rappelez-vous, c'est une formulation duale. Le fait qu'on impose à Q d'être nul sur une certaine zone, ça veut dire qu'on n'a pas de contrainte, on laisse libre en fait la vitesse. La vitesse peut être quelconque. Donc on va avoir des contraintes qui n'agissent effectivement que aux endroits où la densité est saturée, où ρ est égal à 1. Voilà, et là il n'y a pas de mystère là-dessus, d'une certaine manière le problème instantané n'est pas difficile. Pourquoi il n'est pas difficile? C'est ce que je vous disais hier, c'est que en fait ça peut se voir pour un Q donné, un Q à partir de cet espace-là il est bien défini sans ambiguïté, pour n'importe quel Q de cet espace, l'ensemble des V qui vérifie ça, c'est simplement un demi-espace. On a une forme linéaire continue qui a V associé intégrale de V scalaire gradient Q. Donc ça c'est un demi-espace et j'ai une intersection d'une infinité de demi-espaces. Donc j'ai un convexe fermé qui a une structure de cône manifeste. Donc j'ai un cône convexe fermé, je suis dans un espace de Hilbert, donc je peux projeter sans aucun problème. Donc là il n'y a pas de difficulté d'une certaine manière. C'est pas là que se réside la difficulté dans cette projection, et on reviendra là-dessus. Il n'y a pas de difficulté à projeter en fait la vitesse grand U sur cet objet-là. La difficulté, ou les difficultés, c'est que d'une part, le champ U qu'on obtient a une régularité qui est assez difficile à contrôler. Il est possible que grand U soit contrôlé, soit en termes de régularité. On peut prendre typiquement, dans le cas d'une pièce convexe, on va avoir un champ U qui va être Lipschitz par exemple, mais le fait de projeter la projection se faisant dans un sens L2, ça peut introduire des discontinuités, on verra que ça va le faire. Donc on perd la régularité initiale de façon un peu mystérieuse a priori, et donc U n'est pas régulier, il n'est pas dit qu'on est pour un tel U, existence et unicité de solution. Par ailleurs, la dépendance de cette relation, ça je peux le voir comme une sorte de U
comme une sorte de fonction générale de ρ. C'est une loi de conservation, en fait, où ce ρu peut être vu comme simplement une fonction ρ f de ρ, où f de ρ, ce n'est pas un f de ρ de x, puisque ce n'est pas local. Le fait de faire une projection sur un cône, comme on le verra dans des exemples très simples, c'est quelque chose de non local. Donc la vitesse u ne dépend pas uniquement de la vitesse grand U au point où on est et de la densité locale. On peut avoir des effets non locaux, on verra, et qui sont très simples à comprendre. C'est que si on a une zone congestionnée, par exemple dans le cas caricatural d'une porte fermée, par exemple, avec une zone de conjection, il est clair que quelqu'un qui se retrouve là et qui veut avancer, il se retrouve au milieu d'une zone complètement saturée, donc il va avoir sa vitesse qui est complètement saturée, alors que si ici on se met à ouvrir la porte, ça va circuler. Donc on a un effet non local de ce qu'on fait au niveau de la porte, va avoir une influence au travers de la zone saturée. On va avoir une indépendance en gros entre les composantes connexes des zones saturées. Par contre, au sein de chaque zone saturée, chaque composante connexe, on a un effet non local qui est lié à ce problème de Poisson que j'évoquais tout à l'heure, qui va introduire des effets non locaux. Donc cette opération-là est très compliquée. Enfin, elle est non locale, très non linéaire vis-à-vis de ρ et très non lisse aussi, c'est ce que je vous disais. ρ peut être non saturé, strictement inférieur à 1, mais presque égal à 1, et tout d'un coup passer à 1. Et là, on va avoir tout d'un coup une zone saturée avec des contraintes en nombre infini qui vont changer évidemment la définition de la vitesse effective. Donc la difficulté est là. Et ce qui peut être tentant du fait de l'analogie formelle entre cette approche-là et ce qu'on a fait au niveau microscopique, c'est d'essayer de reproduire ce qu'on fait au niveau microscopique, c'est-à-dire en particulier l'algorithme de catching up, qui consisterait ici, je vous rappelle rapidement, à faire une étape de transport de ρ par la vitesse souhaitée. Donc on résout cette équation-là pendant un petit pas de temps, tôt. On a une nouvelle densité qui, a priori, ne vérifie pas la contrainte, donc qui est susceptible d'avoir dépassé la valeur 1 en certains endroits. Et on va ensuite projeter cette densité sur l'ensemble des configurations admissibles, qui lui est bien défini, qui est K. Et toute la question est comment projeter K. Alors j'espère que vous avez convaincu hier que les approches naïves sont complètement inopérantes. Il faut quelque chose qui, en quelque sorte, respecte l'approche lagrangienne. Vous voyez, dans le cas microscopique, ce qui rendait les choses très naturelles, c'est que par essence, l'approche était lagrangienne. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette distinction entre lagrangien et eulérien. Lagrangien, on va suivre un processus d'évolution en suivant les particules individuellement dans leur mouvement, en paramétrant en quelque sorte les degrés de liberté de façon lagrangienne, c'est-à-dire associée à chaque individu. Donc c'est juste la numérotation 1, 2, 3, etc. On travaillait avec des quantités QI. C'était la position de la personne I, c'est toujours la personne I qui bouge. Et quand on faisait la différence entre deux configurations, c'était une différence de configuration de type lagrangienne, alors que l'approche, à partir du moment où on a écrit cette équation, c'est dans une optique eulérienne, on se place dans le référentiel du laboratoire et on regarde des densités qui vont évoluer. Quand on fait varier le temps, à x fixé, la difficulté, c'est que en fait, ça ne correspond pas toujours à la même personne. Les personnes vont bouger et il faudrait avoir une distance qui soit plus respectueuse de l'aspect lagrangien, en quelque sorte, du phénomène auquel on s'intéresse. Et c'est le transport optimal qui va nous permettre d'aboutir à ça. Donc je vais maintenant complètement oublier, pour un instant assez long, probablement j'y reviendrai seulement demain, les mouvements de foule et parler de transport optimal. Et essayer ensuite de vous convaincre que c'est le bon cadre pour ce type de problème. Et ce qu'on va essayer ensuite de faire, c'est de montrer qu'à l'aide du cadre que je vais vous présenter maintenant, on va donner une structure à cette équation, en fait, telle qu'elle est écrite ici. Et je vais privilégier, même s'il y a plusieurs manières de le faire, privilégier l'approche flow-gradient qui avait été évoquée en microscopique. Je vais essayer de montrer que ce problème d'évolution, il est bien posé. Il peut s'interpréter comme un flow-gradient pour une certaine fonctionnelle qui va être très naturelle à définir. Et un flow-gradient, mais dans l'espace de Wasserstein, muni donc de la distance issue du transport optimal pour un coût quadratique. Alors, pour commencer, donc je ne sais pas je crois que certains d'entre vous connaissent pas spécialement le transport optimal, donc je vais faire vraiment une présentation de base. Alors s'il y en a certains qui sont spécialistes du transport optimal, ils risquent de s'ennuyer un tout petit peu dans ce que je vais dire, mais donc en gros, le transport optimal, vous connaissez pas trop, donc ça tombe plutôt bien. J'ai plutôt prévu les choses dans cette optique-là. Alors, on va commencer par un problème en dimension finie, qui est un problème
pas si simple, en fait, qui ressort plutôt de la recherche opérationnelle, mais qui est la version en dimension finie du transport optimal qui va nous permettre d'aborder un certain nombre de notions. Donc c'est un problème de assignment en anglais, problème d'appariement, je pense qu'on dit. Donc je vais me placer, par exemple, dans RD. En fait, je pourrais me placer dans un espace beaucoup plus abstrait, comme on va le voir immédiatement. Pour fixer les choses, je me place dans l'espace euclidien et je considère n points. Puis, et n points source. Donc j'ai mes x1, x2, etc., x3, et puis j'ai des y. 3, etc. Hop là. Donc le même nombre de points. Et je vais juste me poser la question suivante. Donc on peut penser à des motivations. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Je vais introduire d'abord un coût. C'est de RD croix RD dans R, sans aucune hypothèse pour l'instant sur cette fonction coût. Ça peut être une distance ou une puissance de la distance entre ces points, mais ça peut être autre chose. Et je vais me demander quelle est la manière optimale de relier ces points. Donc la règle du jeu, c'est de relier un point dans la famille des x à un point dans la famille des y, et un seul, de façon à établir une bijection en fait, entre les deux familles de points, de façon à optimiser une certaine quantité. La quantité que je vais chercher à optimiser, c'est juste la somme des coûts. Donc c de xi, y de phi de i. Donc ça, c'est le coût pour une certaine bijection phi. Donc phi, donc la somme i est égale à 1 à n. Donc si je prends phi est élément du groupe symétrique, donc c'est l'ensemble des bijections, l'ensemble 1, n, etc. dans lui-même, je vais définir le coût. Donc si je prends une manière de relier, je vais avoir le coût entre x2 et y1, entre x1 et y2, entre x2 et entre x3 pardon, y3. Et donc ça va me donner un certain coût. Et de façon assez naturelle, si je prends par exemple le coût qui correspond, pour qu'on puisse interpréter le dessin plus facilement, je peux considérer par exemple que c de x, y, c'est égal à x moins y, où x moins y a une certaine puissance. De façon évidente, ça, c'est pas optimal. Si j'ai un croisement, je peux faire mieux en reliant x1 à y1 et x2 à y2. Je vais améliorer les choses. Si j'ai par exemple ici une puissance alpha qui est supérieure ou égale à 1, par exemple alpha est égal à 1, je regarde juste les distances. Donc le problème est le suivant, je me donne, là j'ai pris l'exemple d'une fonction de la distance, mais ça peut être un coût absolument général. Le problème de détermination de cette bijection en fait optimale, c'est un problème d'appariement. Et c'est un problème donc, du type optimisation discrète qui n'a absolument aucun intérêt en théorie, puisqu'il y a un nombre fini de possibilités. Qui est le cardinal du groupe symétrique, l'ensemble des bijections des éléments, des ensembles à n de cardinal L, n dans lui-même, qui vaut n factoriel. Donc le problème, c'est n factoriel, c'est assez vite grand. Et donc c'est un problème pour lesquels les heuristiques naturelles, enfin l'heuristique la plus primaire, ça serait juste de tester toutes les bijections et de regarder ce qui minimise. Donc il n'y a aucun problème d'existence, évidemment, puisqu'on a un nombre fini de possibilités. Alors il est possible qu'il y ait dégénérescence. Par exemple, si on prend un coût qui est une fonction de la distance, on peut avoir des situations comme ça, par exemple x1, x2 et puis y1. y2 sur un carré, par exemple, je peux envoyer x1 en y1 et x2 en y2, ou bien x1 en y2 et x2 en y1, je vais avoir de façon évidente le même coût. Donc il peut y avoir non-unicité, mais il y a de toute façon existence. Et c'est un problème sur lequel, si a priori on n'a aucune information sur ce coût particulier, imaginez que ce soit juste un coût qui dépend juste de i et de j, mais sans aucune structure particulière, il n'y a pas d'autre possibilité que de tester l'ensemble des possibilités. Et c'est quelque chose qui est très vite prohibitif. Donc ça nous amène à introduire une version relaxée du problème. On retrouvera cette version relaxée au niveau du transport optimal. Ça correspondrait en gros au problème de transport tel qu'il a été introduit par Monge. C'est la version discrète du problème de transport introduit par Monge à la fin du XVIIIe siècle. Et la version introduite par Kantorowicz, l'approche Kantorowicz,
qu'on verra tout à l'heure au niveau continu, consiste à formuler les choses, à relaxer le problème en autorisant en fait le transport d'une partie de quantité. On va considérer en fait ces collections de points comme des mesures, on considère les mesures associées, et on va appeler, on associe à une collection de points par exemple la mesure qui est la somme des Dirac, d'accord, qui sont supportés par les points consécutifs. Si on va avoir une mesure de probabilité, on peut diviser par n, le cardinal, donc on a une mesure de masse 1. Ici, on a une mesure de masse 1 aussi. On va chercher à connecter en quelque sorte les deux mesures de façon à minimiser le coût. Et on va relaxer le problème de la façon suivante en s'autorisant à bouger. Donc ça peut sembler un peu bizarre parce que de façon évidente, il y aura, pour ce problème-là, il y aura toujours une solution qui sera de la forme bijection. Et donc on va relâcher le problème, donc on va dégénérer les choses en termes d'unicité. On va avoir éventuellement beaucoup plus de problèmes à démontrer l'unicité et des cas où où l'unicité sera fortement dégénérée. Mais on va voir que ça va changer la structure du problème et ça va permettre de donner des idées pour le résoudre effectivement et d'avoir des informations sur ces solutions. Donc je vais appeler pi-j la fraction de i, de xi si vous voulez, ou plus exactement de la masse qui est en xi, envoyée en yj. Et le problème donc, prend une forme particulière. Donc le coût associé au couple ij, je vais supposer que si j'ai un tiers par exemple de la masse en x1 qui est envoyée en y2, alors que si j'avais la totalité x1 envoyée en y2, j'ai un coût qui est c de x1 y2. Si j'ai un tiers de la masse de x1 qui est envoyée en y2, je vais juste dire que le coût associé, c'est un tiers multiplié par c de x1 y2. Et donc de façon générale, je vais avoir un pi de ij, c de xi, yj. Si je me donne ce qu'on va appeler un plan de transport, ça va être le coût associé à l'opération élémentaire d'échange d'envoi d'une partie de xi vers yj. Je vais juste sommer ça sur l'ensemble des ij. Donc le problème prend une forme complètement différente, parce qu'avant je travaillais avec des bijections, d'accord, pour lesquelles il n'y avait pas de structure particulière et on avait un problème dont on ne voyait pas trop d'autres possibilités que de tester l'ensemble des bijections. Ici on va avoir un problème d'une nature particulière. On va chercher maintenant ces plans de transport. Donc on peut interpréter comme des matrices. Alors c'est quoi ces matrices? Les PIJ, comme c'est des fractions de masse, ils sont tous éléments de l'intervalle 0,1. Et par ailleurs, on veut respecter le fait que la totalité de la masse sortant de x1, par exemple, c'est la masse qui était initialement en x1. Alors là, je vais utiliser, pour simplifier les choses, je vais considérer que la masse totale que j'ai au départ, elle n'est pas de 1, elle est de n. Ça évite de diviser par n, de traîner des 1 sur n un peu partout. Donc je vais m'intéresser à un transport de mesures où la masse totale, ce n'est pas des mesures de proba, la masse totale est égale à n. Ça va simplifier un peu l'écriture. Donc dans cette optique-là, je veux simplement avoir que quel que soit j, la somme des pi ij sur j est égale à 1. Oui, d'ailleurs, ça aurait pu... en fait, de toute façon, ça ne changeait pas. Comme j'ai parlé de fraction de masse, j'aurais toujours eu cette propriété. Là, ce que j'écris simplement, c'est que la masse qui est partie de... La masse totale qui est partie de xi, c'était la masse totale initiale en xi. Et j'ai la même chose pour l'espace d'arrivée. Je veux que chaque yj reçoive une quantité unitaire de masse qui provient éventuellement de plusieurs personnes. Donc ça s'écrit quel que soit i, la somme sur... quel que soit j. Là c'était quel que soit i au départ, et là maintenant quel que soit j, la somme sur i des pi j doit être aussi égale à 1. Donc sur les applications potentielles, alors là-dessus peut-être plus encore de façon plus nette que pour les problèmes en dimension infinie, on a des applications, là on peut penser par exemple à des usines, on parle parfois d'endroits où on fabrique le pain par exemple et des boulangeries auxquelles il faut le livrer, vous avez des points de fabrication et des points de livraison. Et il faut que chaque point source donc, fournit une quantité unitaire de biens industriels comme le pain par exemple, et chaque point
point de vente, par exemple, doit recevoir une quantité unitaire. On pourrait évidemment généraliser à des quantités différentes. Là, je simplifie un peu les choses. Et pour aller du point XI au point Y2, on peut penser à ces points situés sur une carte, par exemple, dans une ville, dans une agglomération. Et donc, on va utiliser dans ce cas-là le coût. Ça pourrait être le coût effectif, par exemple, la quantité d'essence. Je suppose qu'on dispose d'un certain nombre de camions qui sont déjà là. Par contre, le coût va être proportionnel à la distance. Le coût en essence, par exemple, proportionnel à la distance. Dans ce cas-là, la distance avec alpha égale 1 serait assez naturelle. C'est le coût d'ailleurs qui avait été considéré par Monge au départ. Et donc, on va chercher à optimiser. On va dire que la boulangerie dans tel quartier, disons le point de fabrication, il doit envoyer sa production à telle boulangerie. Et on sait que si on possède l'ensemble, par exemple, de la flotte des camions qui vont assurer le transport, et ben ça permet de minimiser le coût d'essence global. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est de relaxer le problème en disant qu'un point de production n'est pas tenu d'envoyer la totalité de sa production à une seule boulangerie. Il peut dispatcher. Mon interprétation en termes de camions devient un peu trouble, parce que là, pour le coup, il faudrait avoir plusieurs camions, et ça sous-entendrait, donc je me prends un peu les pieds dans mon exemple, puisque l'exemple n'est plus très valide, puisque pour transformer une quantité plus faible de pain, il faut quand même mobiliser un camion et la quantité d'essence ne va pas dépendre de la quantité. Donc l'exemple est un peu mal choisi, au moins pour ce qui est de ce coût-là. Il faudrait dans ce cas-là considérer un coût, par exemple, qui peut dépendre de façon un peu plus complexe à la fois de la distance entre les points d'arrivée et points de départ, et puis de la quantité transportée. En tout cas, on peut imaginer qu'on peut formaliser ce type de problème de cette forme-là. Et donc on a un problème qui consiste maintenant à minimiser cet objet-là. Donc je vais le réécrire. La somme des pi-j. Alors je vais appeler en fait C de xi, yi, le fait qu'il y ait des points situés dans l'espace, dans le même espace a priori xi et yj, n'a plus rien à voir avec la structure du problème. On peut le voir de façon très générale en considérant qu'on a juste des coûts pour aller de i à j, et on a complètement oublié le fait qu'il s'agissait des points de l'espace. Donc c'est quelque chose d'extrêmement général. On peut voir les points i et j comme des points abstraits qui peuvent vivre dans des endroits, des choses différentes. C'est juste encore une fois, des points qui ne sont pas forcément plongés dans un espace euclidien. Et la problématique, elle s'écrit sous cette forme-là. Donc ce qu'on va se donner, c'est la matrice des coûts, la matrice des C, IJ. Et on va chercher à minimiser cette quantité-là sur l'ensemble des pi. Excusez-moi, je me rends compte qu'en termes de notation, ce que j'appelle pi, tout à l'heure, je vais l'appeler gamma. Là, j'ai un mélange de notation. Bon, je vais rester quand même à pi ici, sinon ça va compliquer les choses. Mais tout à l'heure, au niveau continu, je réalise que j'ai pensé plutôt en termes de gamma. Donc pi, c'est l'ensemble des... Bon, je vais l'appeler P ici, parce que justement, en continu, je vais l'appeler pi, cet objet-là. Désolé, j'ai pris un peu les pieds dans le tapis parce qu'il y a des notations. Donc pi, ça va être mon plan de transport, ça va être ma matrice des PIJ, et l'ensemble des plans, que j'appelle ici grand P, c'est l'ensemble des pi, est élément de 0, 1 à la puissance n au carré, donc on peut voir aussi comme une matrice n croix n, telle que j'ai les deux contraintes, que je ne vais peut-être pas réécrire ici, j'ai les deux contraintes qui soient vérifiées ici. Alors ce problème-là, il a en fait une structure, on a une sorte de petit miracle qui est très simple à constater. Le problème devient linéaire. Alors c'est pas pour autant qu'il est trivial comme on va le voir, mais il a quand même changé beaucoup de structure. Il est linéaire vis-à-vis de la variable maintenant inconnue. Vous voyez, vous avez une fonctionnelle linéaire qu'on peut voir comme une forme linéaire sur un ensemble. Alors l'ensemble lui-même, il est un petit peu compliqué, il est sous contrainte. Vous voyez, vous avez une sorte d'hypercube ici, et puis avec un certain nombre d'intersections avec des hyperplans. Pour chaque i, ce truc-là, c'est un hyperplan affine dans l'espace de grande dimension, dans votre espace de matrice. Donc c'est l'intersection de deux n hyperplans affines et d'un hypercube dans cet espace de grande dimension. Donc c'est un objet géométriquement un petit peu compliqué, mais par contre la fonctionnelle elle-même, elle est très très simple. Vous voyez, c'est la forme linéaire naturellement associée à la matrice, c'est le produit de Frobenius en fait entre les deux matrices, la matrice de coût et la matrice de transport. Alors là-dessus, il peut être très
pertinent d'introduire la formulation. Ça, on va le voir comme une sorte d'exemple jouet, même si le problème est déjà pas inintéressant en lui-même. Il y a encore des travaux à l'heure actuelle sur l'estimation numérique du minimiseur de telle quantité. On va voir que ce n'est pas si facile que ça. Et la plupart de ces approches sont basées sur la formulation duale du problème. Je vais vous présenter maintenant et qu'on reverra apparaître. Comme c'est des choses un petit peu, si vous n'avez jamais rencontré ces choses-là qui peuvent sembler un peu exotiques, je voulais qu'on les voit deux fois. C'est une première fois dans le cas du problème d'appariement, et puis une autre fois dans le cas du problème de transport optimal entre mesures en dimension infinie. Donc formulation duale, c'est basé sur l'introduction d'un Lagrangien. Donc c'est un objet qui est construit à partir du problème de minimisation qui va prendre l'inconnu primal et puis des variables duales. L'idée, c'est qu'on va avoir deux familles de contraintes. On a ces familles de contraintes pour ce qui concerne les sources et puis les arrivées. Ces contraintes-là, on va les écrire de façon duale. Pour l'instant, je vais vous balancer la formule et je vais vous expliquer quel est le sens de ce Lagrangien, comment il peut être utilisé pour mieux comprendre, pour formaliser la démarche d'optimisation du problème. Donc ça va être juste la fonctionnelle qu'on cherche à minimiser. Alors, là, il y a un choix qui est fait, qui correspond au choix qui est fait en transport optimal, c'est que, d'une certaine manière, ici, on va dualiser des contraintes. On va choisir, il y a certaines contraintes qu'on va dualiser, qu'on va écrire de façon duale, un peu comme on a fait tout à l'heure avec la contrainte de divergence positive. Et d'autres contraintes qu'on va traiter de façon essentielle. Donc il y a un choix, en fait. Et là-dessus, j'insiste sur le fait que c'est pas, il n'y a pas une manière unique d'écrire un Lagrangien appliqué à ce problème. Parce que ce problème-là, en fait, il a un certain nombre de contraintes. On peut voir l'appartenance à cet hypercube comme une contrainte. Donc c'est le fait que chacun des πj doit être supérieur ou égal à 0 et doit être inférieur ou égal à 1. D'accord ? Par ailleurs, on a des contraintes d'égalité qui sont de ce type-là. On en a n comme ça, n comme ça. Donc on va dualiser celle-là, et celle-là, on va les traiter de façon essentielle, en remarquant que la contrainte d'être inférieure à 1 n'est en fait pas une contrainte, elle est redondante. Pourquoi ? Si j'ai des πj qui sont positifs, avec la somme des πj qui doit être égale à 1, ici, forcément, chacun d'entre eux est inférieur ou égal à 1. D'accord ? Donc en fait, cet espace-là, je pouvais l'écrire sans aucune modification. Pi est élément de R+, à la puissance n au carré. Ça ne change pas mon espace. Et donc le fait d'appartenir à R+, je vais le traiter de façon intrinsèque, en quelque sorte, ou essentielle. Je vais le mettre dans mon espace et en revanche, les autres contraintes d'égalité, je vais les dualiser. Donc je vais rajouter, pour ça je vais introduire des vecteurs de multiplicateurs de Lagrange. Donc ça va être dans Rn, et ça va être dans Rn, qui expriment de façon duale les contraintes. Alors ça s'écrit comment ? Ça s'écrit somme de i est égal à 1 à n des pi facteur de la contrainte qui doit être vérifiée, qu'on va écrire 1 moins la somme sur j des πj. Et je vais avoir de la même manière, somme sur j est égal à 1 à n, des qj, 1 moins la somme sur i des πij. Donc ce qu'on rajoute ici, c'est une fonction à la fois de la variable primale et de la variable duale, ce qu'on rajoute ici doit être tel que si je sais que cette quantité-là, elle est égale à 0 quelle que soit la variable, quelles que soient les variables duales, à la fois n'importe quel P et n'importe quel Q, alors ça implique, si je prends par exemple tous les PI, les QJ égaux à 0 sauf 1, ça implique que la contrainte correspondante soit satisfaite. D'accord ? Donc c'est ça qui va me forcer, pour l'instant de façon un peu mystérieuse si vous ne connaissez pas ce cadre-là, mais c'est ça qui va gérer les contraintes en quelque sorte. Et on a une propriété, alors il y a pas mal de choses, il y a toute une théorie autour de ces questions-là. C'est un problème qui n'est pas si simple, en particulier la résolution effective de ce type de problème est pas si simple. En fait, ça peut sembler paradoxal, le fait d'avoir une fonctionnelle linéaire peut sembler assez pratique, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Pour quelle raison ? C'est que, enfin disons, si on avait quelque chose de quadratique, par exemple ici, de strictement convexe, on pourrait espérer avec des méthodes de gradient, par exemple, avoir un point qui soit à l'intérieur ou sur l'une des faces du problème. Ici, on est sûr, à partir du moment où la fonctionnelle est linéaire, qu'on ne pourra pas avoir, il n'y a aucun point qui va annuler le gradient, sauf dans le cas absolument trivial où tous les CIJ sont égaux à 0, qu'il n'y a pas d'intérêt. Et donc, on va se retrouver forcément sur le bord. Donc, on a un polyèdre, en fait, admissible, et l'idée, c'est de trouver un point sur le bord qui minimise la contrainte, qui minimise, la fonctionnelle. Et on sait que cette fonctionnelle sera minimisée effectivement sur le bord. Et on peut aussi montrer que, alors ça je ne vais pas le faire ici
ça nous prendrait un peu trop de temps, on peut montrer que il y aura un minimum, donc il y aura un minimum, ça ne posera pas de problème. On a vu que le problème de minimisation, enfin je ne l'ai peut-être pas dit, mais le problème de minimisation, il est pas dur théoriquement, c'est-à-dire il existe un minimum de façon évidente, puisque l'ensemble que je regarde, c'était un sous-ensemble fermé de l'hypercube 0,1 à la puissance n au carré, qui est de façon évidente un compact, et je minimise une fonctionnelle qui est continue là-dessus. Donc il y a bien existence d'un minimum. La question c'est de savoir est-ce que ce minimum il sera sous la forme d'un plan effectifs avec des PIJ qui sont strictement entre 0 et 1. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il peut y avoir des minimiseurs qui sont de cette forme-là, mais il y en a forcément au moins un qui est de la forme bijection, c'est-à-dire des matrices particulières, ces matrices PIJ, qui sont du type matrice de permutation, où il y a un seul 1 sur chaque ligne, donc qui correspondent effectivement aux bijections de tout à l'heure. Ça peut sembler un peu bizarre, vous voyez, parce qu'on s'intéresse à un problème, on sait qu'il y a une solution sous la forme d'une bijection, et pourtant on complique en quelque sorte le problème en rajoutant des degrés de liberté, donc on fait dégénérer le problème parce qu'en termes d'unicité, ça va s'empirer. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, un petit exemple peut-être, x1, x2, y1, y2. Tout à l'heure, on avait deux choix possibles, celui-là ou celui-là, d'appariement. Maintenant, vous voyez ce qui se passe entre les deux. On peut très bien dire qu'il y a une moitié de x1 qui va en y1, une moitié qui va en y2, et de x2, il y a une moitié qui va en y1, une moitié qui va en y2, ou n'importe quelle proportion. Donc on a un continuum de solutions. Maintenant, le problème est encore beaucoup plus dégénéré. Par contre, dans ce cas-là, on aura en fait un segment de solution dont chacune des extrémités correspond à une bijection, effectivement. Ok, alors, maintenant, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que la notion de point-celle est importante. Donc, c'est une notion que vous avez déjà dû voir dans d'autres contextes. On va appeler pi, p, q est élément. Alors, encore une fois, on est dans R+, ici. Donc R+ est essentiel. On a traité la contrainte de façon essentielle. On la met directement dans l'espace, on ne la dualise pas. En revanche, les autres contraintes d'égalité, on les dualise à l'aide de ces multiplicateurs de Lagrange, Rn croix Rn. On dit que c'est un point-celle si on a la chose suivante. Si L de pi pq minimise le Lagrangien en pi, quel que soit pi tilde, sous-entendu élément de ça. Donc quelconque, mais quand même positif. Encore une fois, c'est une contrainte qu'on traite de façon essentielle. Par contre, ce n'est pas quel que soit pi tilde qui vérifie les contraintes d'égalité. Donc on a relâché les contraintes d'égalité. Pi tilde ne doit pas vérifier, on n'impose pas qu'il vérifie ces contrôles, que ça doit égaler à 0. Et on a un sup L de pi, p tilde, q tilde, vis-à-vis des variables duales. Donc ça c'est une définition. Donc vous voyez c'est un min, on peut se représenter point-celle, pourquoi on a l'image, si on est dans un cas extrêmement dégénéré, on a une seule dimension, on peut faire un dessin, représenter le graphe de la fonction. Donc ici on aurait la direction duale, où ce point-là, ce point-celle, c'est un max vis-à-vis de dual, et puis c'est un min vis-à-vis, ça serait la direction primale. Et alors il y a quelque chose de facile. Montrer l'existence d'un point-celle, c'est quelque chose qui n'est pas si facile en général, en particulier en dimension infinie, mais même en dimension finie, ça demande souvent un peu de travail. En revanche, il y a quelque chose qui est facile, qui prend un peu de temps, en tout cas, c'est de démontrer que si on a un point-celle, si pi pq est point-celle pour le Lagrangien L, alors pi armin de j de pi. Je ne sais plus si je vais donner un nom. Disons, la fonctionnelle que je cherchais à minimiser sur mon espace contraint, K, c'était l'ensemble que j'avais écrit là, malheureusement, je ne sais plus si j'avais appelé K, mais c'est, comme d'habitude, c'est mon ensemble contraint. C'est l'ensemble qui vérifie toutes les contraintes. J de pi, donc ça c'est ma fonctionnelle, et donc ça c'est mon problème primal, le problème qui consistait à minimiser ça parmi tous les pi admissibles, c'est-à-dire qui sont positifs, plan transport admissible, et qui préservent la masse, c'est-à-dire qui envoient une masse 1 qui respecte les contraintes de masse sur l'espace d'arrivée, sur l'espace de départ.
D'accord? Donc ce que je dis, c'est si j'ai un point sel, alors automatiquement, j'ai une solution. Donc il suffit de trouver un point sel. Donc ça peut sembler pas miraculeux, parce que trouver un point sel, ça peut sembler plus difficile que de résoudre le problème primal. Mais on verra que ça peut être utilisé en tant que tel pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc je vais faire rapidement la démonstration pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les démonstrations d'analyse convexe. Donc on utilise d'abord cette inégalité. Donc souvenez-vous, ma fonctionnelle, je ne vais pas tout réécrire, ma fonctionnelle c'est ça, et la première inégalité c'est ça. Alors, P tilde et Q tilde, ils vivent dans un espace vectoriel. D'accord? Donc cette quantité-là, vis-à-vis de P tilde et Q tilde, c'est en fait quelque chose d'affine vis-à-vis de P tilde et Q tilde. Il y a une partie qui ne dépend pas de P tilde et Q tilde, qui est une constante, pi étant fixée, et puis ensuite quelque chose, pi étant fixé, qui est une forme linéaire P tilde et Q tilde. Une forme linéaire sur R de n, parce que là j'ai deux vecteurs comme ça, ben, ça, pour image, c'est un espace vectoriel de R, donc ça ne peut pas être grand-chose, ça peut être ou bien 0 ou bien R tout entier. Et donc si c'est borné, comme là c'est borné par quelque chose, c'est forcément 0. D'accord? Donc ça vous dit que cette quantité-là, cette deuxième inégalité, cette première inégalité plutôt extrêmement forte, ça vous dit que cette quantité-là est forcément identiquement nulle. Ça veut dire que toutes les contraintes sont satisfaites. D'accord? Donc ce que j'écris ici, première inégalité, ça me dit que somme des pi ij sur j est égale à 1, somme sur i des pi ij est égal à 1, là quel que soit i et là quel que soit j. Ok, donc ça vérifie la contrainte. Et donc de fait, L de pi tilde, pardon, la quantité centrale, ici L de pi pq, qui était égale à la quantité j de pi, ma fonctionnelle à minimiser, plus la partie qui exprimait le dual, qui fait apparaître à la fois le multiplicateur Lagrange en P et puis les contraintes sur pi. Comme les contraintes sont vérifiées, ben c'est nul, quoi. D'accord? Et ça, je sais que c'est inférieur ou égal à L de pi tilde PQ, quel que soit pi tilde supérieur ou égal à 0. D'accord? Alors il faut faire attention, ce truc-là, c'est la somme de la partie primale, la fonctionnelle normale, et puis la partie duale. Donc cette quantité-là, on ne sait pas trop quel signe ça va avoir, puisque pi tilde, ici, dans mon inf, il ne vérifie pas les contraintes. Donc ça, ce n'est pas forcément nul, ça peut être positif ou négatif. Par contre, si je le restreins à des gens qui vérifient la contrainte, si je veux écrire ce que j'ai, quel que soit pi tilde est élément de K, si je prends maintenant des gens qui vérifient la contrainte, des pi tilde qui vérifient la contrainte, bah de fait, ce truc-là s'annule. D'accord? Et donc, ça, en fait, c'est égal à J de pi tilde. D'accord? Donc, la fonctionnelle, elle est bien minimisée par pi. Pi n'est pas forcément unique, mais pi, c'est un minimiseur de cette fonctionnelle. Donc, on a quelque chose d'extrêmement fort. S'il y a un point sel, alors la partie primale du point sel, c'est un minimiseur de ma fonctionnelle. Donc, il suffit de trouver ce truc-là. Alors, pour finir avec ce cadre-là, je voudrais juste faire deux remarques qui vont nous servir par la suite. C'est qu'on a un problème, le problème primal. Ce qu'on va appeler le problème primal, c'est le minimiser en pi tilde, ou en pi, mettons, max en PQ de L, de pi, de P et de Q. Alors pourquoi? J'aurais dû garder l'expression, je pense que vous en souvenez à peu près, vous l'avez écrite sous vos yeux. Donc si je regarde cette quantité-là, le max de ces choses-là vis-à-vis de P et de Q, d'accord? Donc c'était ce qui était écrit ici, là-dessous. Donc j'ai la partie primale, donc pi pour l'instant il est fixé là. Pi je le fixe et je regarde cette quantité-là, le max en P et Q. Si la contrainte est satisfaite, ma partie la partie multiplicateur Lagrange, là, elle est identiquement nulle, d'accord? Donc je retrouve J de pi, ok? Si jamais la contrainte n'est pas satisfaite, alors le max sur P et Q, quand encore une fois j'ai quelque chose de linéaire en P et Q, quelque chose d'affine plus précisément, si ce n'est pas identiquement vérifié, je peux faire tendre vers plus l'infini. Donc le max va être plus l'infini, d'accord? Donc comme je vais ensuite minimiser, les situations où ça fait plus l'infini ne m'intéressent pas du tout. De façon évidente, le minimum va être pris à l'endroit où ça ne vaut pas plus l'infini. Donc ce truc-là, en fait, ça va être le min sur pi
qui vérifie la contrainte, puisque s'il ne vérifie pas la contrainte, ça vaut plus l'infini, min de pi, de j, de pi. Donc c'est bien mon problème primal. Donc ce que j'ai dit, en fait le problème primal c'était ça, minimisation du fonctionnel sous la contrainte, et ça s'écrit sous la forme d'un min-max. Ok ? Alors je vais écrire maintenant ce qu'on appelle le problème dual. En fait, ce qui est sous-jacent, c'est que quand on a un point cell, on peut montrer que le min-max va être égal à un max-min, et ce que je vais écrire maintenant. Et on va regarder quelle est la forme de ce problème, et ça c'est des choses qu'on verra revenir en transport optimal dans la formulation du dual. La formulation dual, disons, du problème de transport. Et ici on le voit de façon discrète. Donc le problème dual, c'est quoi? C'est l'inverse, c'est de regarder le max du min en pi, en pq, de L, de pi, de p et de q. Alors là je vais peut-être le réécrire quand même, somme de CIJ, PIJ, plus somme sur I des PI1 moins somme des PIJ J, et puis plus la somme des QJ 1 moins la somme sur I des PIJ. Ok, alors là je vais l'écrire un peu différemment, max min en pi, PQ, je vais regrouper, en fait vous voyez il y a les PIJ qui interviennent ici et ici, donc je vais avoir une somme des CIJ. Ici en facteur de PIJ j'ai quoi? En fait pour un I donné je vais avoir, là j'ai une double somme bien entendu, somme sur IJ, ici je vais avoir pour tous les couples PIJ, pour un I donné je vais avoir PI qui va être facteur de tous les PIJ pour ce I particulier. Donc je vais avoir ici avec un signe moins. Donc j'ai moins PI et puis moins QJ. Donc c'est le QJ ici qui intervient. Et puis il me reste la somme des PI plus la somme des QI, des QJ. Ok ? Le min, encore une fois, là j'aurais pu l'écrire plus explicitement. À chaque fois que je prends un min, encore une fois, j'ai cette contrainte de positivité que j'ai traitée de façon essentielle. Donc là, c'est sous-entendu, c'est des pi, tous les pi que je considère, ils sont positifs. Je ne l'avais pas précisé, la pi est élément de cas, c'est inclus, mais là, il fallait que je le précise. Ok ? Alors là, on a un peu la même chose, mais dans l'autre sens. Vous voyez qu'ici, une quantité, ça ne dépend pas de pi. Maintenant, j'ai un min en pi, et ensuite, il va falloir prendre un max. Et pi doit être supérieur ou égal à 0. Pi doit être supérieur ou égal à 0, mais je n'ai pas de contrainte d'inégalité. Pi, je peux faire tendre tous ces coefficients vers plus l'infini. J'ai le droit maintenant, j'ai complètement relaxé ça. Okay ? Donc cette chose-là, si jamais il y a l'une de ces, il existe un couple IJ tel que cette quantité-là soit strictement négative, alors je peux faire tendre le pi IJ vers plus l'infini, ça va tendre vers moins l'infini, donc je vais avoir un min qui vaut moins l'infini. Mais comme je veux prendre le max après, ce n'est pas des situations qui m'intéressent. Donc je peux me restreindre au cas, je vérifie que ce ne soit pas vide, mais on va le vérifier immédiatement. Il pourrait y avoir des cas dégénérés où ça vaut identiquement moins l'infini. En ce cas-là, le max serait moins l'infini, mais on va voir de façon évidente que ça n'est pas le cas. Donc je vais exclure les cas où cette quantité-là peut prendre des valeurs négatives. Donc je vais demander que ça, ce soit positif pour tout IJ. Et donc ça va me transformer. Je ne fais qu'exclure dans ma prise de max des situations pas intéressantes pour lesquelles ça vaut moins l'infini. Donc je vais rajouter à mon max la contrainte. Alors la contrainte c'est quoi? C'est cette quantité-là. Je ne veux pas qu'elle soit strictement négative. Donc je veux qu'elle soit supérieure ou égale à 0. Donc ça me dit que PI plus QJ est inférieur ou égal à CIJ. Quel que soit IJ. OK. Et ensuite, à partir du moment où j'ai ça, si ça c'est vérifié, le min de ça, la partie qui dépend de pi, c'est que celle-là. D'accord ? Ça ne dépend pas de pi. D'accord ? Donc pour le rendre minimal, quel que soit PQ, pour le rendre minimal, il est évident que j'ai intérêt à prendre, comme toutes ces choses-là sont positives, et PIJ est positif aussi, ça ne peut être que positif ou nul, donc j'ai intérêt à le prendre nul. Le minimum, il est atteint pour pi est égal à 0. C'est un peu troublant ces choses-là, parce qu'on est amené à travailler avec des pi, des p et des q, etc., qui ont pas qui vérifient pas les contraintes, qui n'ont pas de sens physique, mais l'argument est quand même imparable. Vous voyez, vous avez intérêt à prendre pi est égal à 0. Et donc vous retrouvez avec une valeur qui est simplement la somme des PI plus la somme des QJ. Et ça, c'est des choses qu'on va voir revenir aussi, où là, ça sera un petit peu plus compliqué en dimension infinie. Donc le problème dual, c'est celui-là.
Donc on a deux problèmes d'optimisation, c'est celui-là et celui-là en fait qu'on peut voir comme ça, mais qui est notre problème primal. Donc les deux, et en fait ce qu'on peut montrer essentiellement, et c'est des choses qu'on va faire dans un cadre plus général, donc je ne vais pas le faire ici, mais on peut montrer que les deux, ce min-là, ce min-max est égal au max-min et qu'il existe effectivement un point cell. Alors ce qu'on peut montrer, qu'on verra aussi, qui est tout aussi évident en dimension infinie pour les mesures, c'est qu'on a une inégalité qui est assez simple, c'est que attendez, c'est que J de pi qui est égal à la somme des CIJ pi I J. Ok, mais ça, quel que soit P et Q admissible, c'est supérieur ou égal à la somme des PI plus QJ pi I J, quel que soit P, Q, qui vérifie la contrainte PI plus QJ est inférieur ou égal à CIJ. Ok? Et ça, je peux l'écrire, ça c'est une double somme. Ça c'est égal à la somme sur I des PI, somme sur J des pi IJ, plus la somme sur J des QJ, plus fois la somme sur I des pi IJ. Ok, mais comme pi vérifie la contrainte, là je prends un J qui vérifie la contrainte qui est dans K, ça c'est égal à 1 et ça c'est égal à 1. D'accord? Donc pour tout pi qui vérifie la contrainte, J de pi est supérieur ou égal à la valeur de la fonctionnelle qu'on cherche à maximiser. Donc de façon évidente, ce min ici va être supérieur ou égal au max ici. Et toute la difficulté est de montrer que les deux sont égaux et qu'on peut remplacer d'une certaine manière le problème par ce problème-là.